Je devais pas tourner une vidéo, moi? Bonjour, je m'appelle Valentine, je suis psychologue et vous l'aurez peut-être deviné grâce à cette superbe mise en bouche et également au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'attention et de bouffe. Bon, plus précisément et plus sérieusement, on va parler des troubles des comportements alimentaires chez une personne qui est atteinte d'un trouble de l'attention. Alors pourquoi est-ce qu'il est pertinent d'explorer le lien entre ces deux pathologies? Eh bien parce qu'il est possible qu'elles partagent des mécanismes sous-jacents similaires. Il y a en effet 12% des personnes qui sont atteintes d'un trouble de l'attention ou TDA qui sont également atteintes d'un trouble des comportements alimentaires ou TCA. En ce sens, la prise en charge et l'accompagnement des personnes atteintes de ces deux pathologies devraient être adaptés à leur co-occurrence. Grosso modo, l'accompagnement doit prendre en compte que la personne possède ces deux pathologies et les traiter conjointement, et au mieux aider la personne à trouver des stratégies efficientes pour faire face aux symptômes de ces deux pathologies. Donc dans un premier temps, on va se pencher sur la définition de ces troubles pour être bien au fait pour le reste de la vidéo qui abordera donc les différentes hypothèses sur le lien entre ces deux conditions et qu'est-ce qu'on peut en conclure. Bon, l'instant fun, les définitions. Alors, on va commencer par la définition du TDAH. Alors, le TDA peut se manifester soit sous forme mixte, soit avec inattention ou hyperactivité prédominante. Alors, pour qu'on puisse poser un diagnostic de TDA, il faut que parmi les éléments que je vais vous lister juste après, 6 soient présents pour les enfants et 5 pour les adultes. Il faut également que ces éléments soient présents depuis au moins 6 mois et à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement de l'individu, et qui a directement des conséquences négatives significatives sur les activités sociales et académiques ou professionnelles si on parle d'un adulte. Alors on va commencer par le versant inattentionnel. Alors la personne atteinte de TDA, souvent, ne parvient pas à prêter son attention aux détails ou va faire des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités. C'est quelqu'un qui va négliger ou oublier des détails. Aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Et notamment, c'est quelqu'un qui a du mal à rester concentré durant un cours, une conversation ou à la lecture d'un texte long. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut souvent sembler ne pas écouter quand on lui parle personnellement. On a l'impression que la personne a l'esprit ailleurs. Ensuite, c'est quelqu'un qui souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles. Donc c'est quelqu'un qui peut commencer un travail mais qui va très facilement perdre le fil et être distrait. Aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à organiser ses travaux ou ses activités. Ensuite, c'est quelqu'un qui souvent évite en aversion ou va faire à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Donc par exemple, le travail scolaire ou les devoirs à la maison. Et pour les adolescents et les adultes, ça peut être la préparation de rapports, des formulaires à remplir ou revoir un long article. Aussi, ça peut être quelqu'un qui perd souvent des objets nécessaires à son travail ou ses activités. Donc ça peut aller du matériel scolaire au crayon, aux livres, aux outils, au portefeuille, jusqu'aux clés, au papier, aux lunettes et même le téléphone portable. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut se laisser facilement distraire par des stimuli externes. Et enfin, c'est quelqu'un qui a des oublis fréquents dans la vie quotidienne. La personne peut oublier de faire ses corvées, de faire les courses, et pour les adolescents et les adultes, de répondre à ses appels, de payer ses factures et même de respecter des rendez-vous. Alors on va tout de suite embrayer sur le versant hyperactif. Donc totalement pareil que pour le versant inattentif, je vais vous dire une liste de symptômes et il faut que 6 soient présents pour les enfants et 5 pour les adultes pour qu'on puisse poser un diagnostic. Alors le premier élément, c'est que c'est quelqu'un qui va souvent remuer les mains, les pieds ou se tortiller sur son siège. Aussi, c'est quelqu'un qui se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis. Aussi, c'est quelqu'un qui souvent court ou grimpe partout dans les situations où cela est inapproprié. Alors, quand même, chez les adolescents ou les adultes, ça peut se limiter à un sentiment d'agitation. En général, les adultes ne grimpent pas sur la table pendant une réunion. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut souvent avoir du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. Donc on voit que c'est pas limité à un seul contexte. Donc là, c'est pas limité au contexte professionnel par exemple, c'est aussi dans les activités dans les loisirs. Aussi, c'est quelqu'un qui peut souvent être vu comme sur la brèche. Donc il agit souvent comme s'il était monté sur ressort.
Donc c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à se tenir immobile pendant un long moment, comme dans les restaurants, les réunions, et qui peut être perçu comme assez agité par les personnes autour de lui. Aussi, c'est quelqu'un qui parle souvent, trop. C'est quelqu'un qui laisse souvent échapper la réponse à une question alors qu'elle n'est pas encore entièrement posée, ou qui va par exemple finir les phrases de ses interlocuteurs. C'est aussi quelqu'un qui a du mal à attendre son tour, par exemple lorsqu'il fait la queue, et là que ce soit pareil, que ce soit à la poste ou dans un parc d'attractions, dans tous les contextes, la personne risque d'avoir du mal. Et enfin, c'est quelqu'un qui interrompt souvent les autres ou impose sa présence. Donc pour les enfants, ça peut être un enfant qui interrompt des camarades en train de jouer, qui va faire irruption, qui va s'approprier le jeu, qui va prendre les affaires de son camarade sans lui demander ou sans même avoir son autorisation. Ensuite, pour les adolescents et les adultes, c'est quelqu'un qui peut s'immiscer, s'imposer et reprendre ce que d'autres font. Et dans tous les cas, il faut également que certains des symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité ou d'inattention aient été présents avant l'âge de 12 ans. Et ces symptômes d'inattention ou d'hyperactivité/impulsivité doivent être présents dans 2 ou plus de 2 types d'environnements différents. Par exemple à la maison, à l'école, avec des amis, des relations, d'autres activités, dans des clubs, etc. etc. Si c'est limité à un seul contexte, on va plutôt privilégier l'exploration d'autres pistes. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui va impacter la personne constamment dans son quotidien. Et pour rappel, il faut aussi que la perturbation engendrée par les symptômes perturbe significativement le quotidien de la personne. Donc c'est-à-dire qu'avoir des moments d'inattention, passer du coq à l'âne, ça arrive à tout le monde. Faire une recherche Google sur une recette de cuisine par exemple et se retrouver plusieurs minutes, voire plusieurs heures plus tard en train de regarder un reportage sur les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, c'est normal. Ça nous arrive à tous, et c'est simplement se perdre sur internet. Entrer dans une pièce avec un but précis, puis faire totalement autre chose, et se rendre compte quelques temps plus tard qu'on n'a absolument pas fait ce qu'on devait faire, ça arrive aussi. Ce qui va permettre de poser un diagnostic, c'est la fréquence d'apparition de ce genre de comportement, et son occurrence dans différents contextes, avec donc une perturbation significative de la vie quotidienne en association avec 4 à 5 autres éléments dans la liste que je viens de vous donner juste avant. Et en fait, la significativité, ça signifie que les symptômes du TDAH doivent avoir un impact notable et négatif sur la vie de la personne, au-delà de ce qui serait considéré comme une variation normale ou un simple trouble temporaire. En fait, en psychologie, il faut se rappeler que quasiment toujours, le pathologique se situe en continuité de la norme. Ce sont des comportements standards, communs chez l'être humain, mais là qui vont être exacerbés et qui vont impacter justement négativement et très significativement la personne dans sa vie quotidienne. Alors pour continuer dans le fun, on va passer à la définition suivante et après on sera tous au taquet pour comprendre tout le reste de la vidéo. Alors pour les troubles du comportement alimentaire, selon le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM, donc qui en est à son numéro 5 et d'où j'ai également tiré la définition du TDAH, les troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments se caractérisent par des perturbations persistantes de l'alimentation ou du comportement alimentaire entraînant un mode de consommation pathologique ou une absorption de nourriture délétère pour la santé physique ou le fonctionnement social. Alors ici, on va principalement évoquer l'anorexie mentale, la boulimie et les accès hyperphagiques et purgatifs. Pour tous, il faut qu'il y ait une persistance au-delà de 3 mois pour que cela soit considéré comme pathologique. Alors, assez rapidement sur les accès hyperphagiques. Les accès hyperphagiques sont l'absorption en quantité importante de nourriture sur un temps limité accompagné d'un sentiment de perte de contrôle. Pour poser ce diagnostic, il faut que 3 au moins des 5 éléments suivants soient présents. Donc le premier élément, c'est manger beaucoup plus rapidement que la normale. Le second, c'est manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale. Le troisième, c'est manger de grandes quantités de nourriture en l'absence d'une sensation physique de faim. Le quatrième élément, c'est manger seul parce que l'on est gêné par la quantité de nourriture que l'on absorbe. Et enfin, le dernier élément, c'est se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. De plus, ces accès vont entraîner une détresse marquée chez la personne, et pareil, on se place dans la continuité de la norme, se péter le bide quelques fois dans l'année et faire un food coma, ce n'est pas pathologique. Ensuite, concernant l'anorexie mentale, c'est le fait de réduire ses apports énergétiques qui conduit à un poids significativement bas compte tenu de l'âge, et qui est donc inférieur à la norme minimale. Donc déjà de base, il y a une norme basse, là c'est encore le plus bas du bas du bas. Et ça inclut aussi la peur intense de prendre du poids et une altération de la perception de son corps avec une influence trop importante du poids et du corps sur l'estime de soi. Il y a 2 types d'anorexie mentale. Le premier qui est le type restrictif où la personne mange très peu et le second qui se caractérise par des accès hyperphagiques avec purge, donc le fait de se faire vomir.
Alors si vous ne le savez pas encore, il s'agit de la maladie mentale qui engendre le taux de mortalité le plus élevé. Donc comprenant aussi bien les suicides que les complications somatiques, donc les maladies que développent les personnes atteintes d'anorexie. Donc selon le rapport de la Haute Autorité de Santé, il y a jusqu'à 10% de décès chez les personnes atteintes d'anorexie mentale, ce qui est énorme. Et enfin, la boulimie, la caractéristique principale est la présence d'accès hyperphagiques combinés à des mécanismes compensatoires tels que la purge, l'utilisation de laxatifs, un exercice physique excessif, etc., etc. Et ça a également une influence négative sur l'estime de soi. Alors assez brièvement, parce que j'ai oublié de le faire quand j'ai enregistré, pour comparer la boulimie et l'anorexie et en quoi elles se différencient. En fait, dans les deux pathologies, il peut y avoir donc la présence d'accès hyperphagique avec des comportements compensatoires, ainsi qu'une préoccupation excessive par la forme et par le poids, par leur corps, par les personnes qui sont atteintes de ces pathologies. La différence majeure, c'est qu'en fait, pour l'anorexie mentale, les personnes cherchent vraiment à perdre du poids, à perdre de plus en plus de poids et ne se voient pas forcément tels qu'ils sont. Donc ils vont continuer à se voir plus épais que ce qu'ils sont et continuer à perdre du poids et tomber dans un poids qui est justement tellement bas que ça met vraiment en danger leur santé. Alors que pour les personnes atteintes de boulimie, celles-ci vont quand même rester dans des limites assez classiques de poids. Elles vont rester dans la norme et elles ne vont pas avoir de complications médicales à ce niveau. En tout cas, elles n'auront pas de complications dues au fait d'avoir un poids trop bas puisqu'elles restent dans la norme. Alors maintenant qu'on est bien au clair pour les définitions, on peut passer à la suite. Alors dans la vidéo, on va se focus principalement sur les études portant sur des personnes qui ont un TDA diagnostiqué. Mais il est intéressant à savoir qu'un bon nombre d'études, donc en plus d'explorer l'association avec les troubles des comportements alimentaires chez des personnes TDA diagnostiquées, a également exploré cette association chez des personnes présentant des symptômes du TDA, mais de manière pas assez importante pour pouvoir apposer un diagnostic. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se situent dans un espèce d'entre-deux, donc des inattentifs ou des hyperactifs non pathologiques, mais dont les symptômes peuvent tout de même être assez encombrants au quotidien. Les personnes qui ont un TDA diagnostiqué ont plus de risques que le tout venant d'expérimenter, premièrement, un trouble des comportements alimentaires également diagnostiqué. Ensuite, d'avoir des comportements pathologiques de purge ou d'accès hyperphagique. Et enfin, avait plus de risques d'avoir des comportements restrictifs pathologiques. Et c'est quelque chose qui va se vérifier aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. De plus, le TDA est associé donc encore une fois à la fois chez l'enfant et chez l'adulte avec un risque plus important de développement de comportements qui sont semblables à ce qu'on pourrait appeler une addiction alimentaire. Donc principalement des accès hyperphagiques et de purge, la perte de contrôle durant les accès hyperphagiques, la boulimie, le fort désir de manger et les préoccupations liées à la nourriture omniprésentes dans la psyché. Et une étude a notamment observé que plus les symptômes de TDA sont présents, plus la fréquence des comportements d'hyperphagie était importante. Et selon certains auteurs, l'importance des symptômes du TDA durant l'enfance permettrait de prédire les troubles du comportement alimentaire futurs. Ensuite, pour les personnes non pathologiques, donc on va appeler la forme subsyndromique ou subclinique du TDA, ils étaient plus susceptibles que le tout venant d'avoir des comportements de purge ou d'accès hyperphagique, mais par contre c'est quelque chose qui ne se vérifie pas pour les comportements restrictifs de privation. Alors maintenant, on va se focus un peu plus précisément sur les liens entre le TDA et les accès hyperphagiques, puisque c'est là qu'on trouve le plus de co-occurrences dans les études. En effet, les recherches sur le sujet mettent en avant plusieurs hypothèses concernant le lien entre ces accès hyperphagiques et le TDA, sachant que celles-ci ne sont pas mutuellement exclusives. Alors je vais toutes vous les présenter et après on s'attardera plus précisément sur les plus solides d'entre elles. Alors la première hypothèse, c'est que le TDA va prédisposer aux accès hyperphagiques de par ses facteurs d'inattention et d'impulsivité. La deuxième hypothèse, c'est que le TDA et les accès hyperphagiques sont l'expression de mécanismes neurobiologiques dysfonctionnels communs, c'est-à-dire le déficit du contrôle de l'inhibition et la perturbation du système de récompense. Ensuite, la troisième hypothèse, c'est que d'autres facteurs psychopathologiques jouent le rôle de médiateur entre ces deux conditions, c'est-à-dire le trouble de la régulation émotionnelle et la sensibilité accrue aux émotions négatives. Donc c'est notamment le cas dans la dépression. Ensuite, la quatrième hypothèse, c'est que l'hyperphagie serait un mécanisme compensatoire qu'utiliseraient les personnes TDA pour pallier la frustration engendrée par les difficultés d'organisation et d'attention. Bon, pourquoi pas?
Pourquoi pas cette hypothèse, mais on va pas s'attarder plus que ça là-dessus parce que j'ai pas trouvé énormément de choses dans les études. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est que les accès hyperphagiques encourageraient les symptômes du TDA. Ceci puisque les personnes vont chercher à ingérer de la nourriture de manière impulsive, ça encouragerait les symptômes du TDA puisque les personnes devraient interrompre régulièrement leurs activités en ce sens. Bon, très honnêtement, pour moi, elle est très mouette cette hypothèse, et effectivement, selon la littérature, c'est pas la plus solide, donc celle-ci, on va pas non plus s'attarder plus dessus. Voilà, donc maintenant, je vous propose de décrypter plus en détail les 3 autres hypothèses que j'ai évoquées et qui peuvent expliquer ce lien entre TDA et TCA, tout en se rappelant effectivement qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives et qu'elles peuvent toutes coexister. Alors, tout d'abord, le TDA prédisposerait aux accès hyperphagiques. En effet, 2 éléments favorisent les accès hyperphagiques chez les personnes atteintes de TDA, l'inattention et l'impulsivité. Alors tout d'abord, au niveau de l'impulsivité, ce serait d'une part dû au déficit d'inhibition. Donc les personnes ne peuvent pas inhiber, contrôler efficacement leur comportement et les freiner quand nécessaire, donc ne peuvent s'empêcher de manger. Et ce serait également dû d'autre part à ce qu'on appelle l'aversion du délai. Donc par exemple, les personnes TDA auraient tendance à préférer une récompense moins importante mais immédiate qu'attendre une plus grande plus tard. Et on peut aussi évoquer l'implication du système de récompense que je détaillerai plus tard dans cette vidéo. Alors au niveau de l'inattention, cet élément et plus largement 2 autres fonctions exécutives, la mémoire de travail et la planification, peuvent encourager l'apparition de troubles du comportement alimentaire. Alors très rapidement pour les définitions, la mémoire de travail c'est le fait de retenir et manipuler une information en mémoire. Alors par exemple si on reste un petit peu dans le contexte de la bouffe, un serveur qui va à une table et qui doit retenir la commande de 8 personnes, les personnes vont lui dire chacune à leur tour leur boisson, c'est-à-dire une bière, un iced tea, une bière, un coca, une Carola verte, une bière, une Carola bleue. Et le serveur, en arrivant au bar, il va réunir les boissons similaires ensemble. Donc il va arriver, il va dire 4 bières, un iced tea, un coca, 2 Carola, une bleue, une verte. Voilà. Et ensuite, pour la planification, alors je pense que c'est assez transparent comme terme, c'est prévoir des objectifs sur une temporalité donnée. Genre le serveur qui va se dire, ok, bon, en attendant que la commande de mes boissons soit prête, je vais passer à cette table, prendre la commande du repas. Après, je vais la déposer en cuisine et après, je peux retourner chercher mes boissons. Et donc ces éléments, inattention, mémoire de travail et planification, pourraient impacter la capacité des personnes atteintes de TDA à suivre un pattern d'alimentation régulier. Donc grosso modo, ils auraient du mal à avoir des habitudes et manger à des heures régulières, favorisant ainsi des comportements inadaptés au niveau de l'alimentation. Aussi, les études révèlent que les personnes TDA seraient inattentives aux signaux internes de faim et oublieraient ainsi de manger lorsqu'ils sont happés par une activité qui les intéresse et qui les conduirait donc à manger énormément lorsqu'ils sont moins stimulés. Et de plus, les personnes TDA pourraient également être inattentives aux signaux de satiété. Bah oui, tant qu'à faire, c'était pas assez compliqué comme ça. Donc ils sont inattentifs à la faim et après ils sont inattentifs à la satiété. Alors bien entendu, zapper une fois un repas consciemment ou inconsciemment parce qu'on était super focus sur la tâche qu'on était en train de faire, puis se mettre à manger à peu près tout ce qui passe parce qu'au final, on n'a pas mangé de la journée et qu'on a faim, ce n'est ni un signe de TDA, ni un signe de TCA. Alors parfois ça peut être assez complexe à voir la limite et je m'en rends compte et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on doit à la fois apprendre à être attentif à nos comportements qui peuvent être ou apparaître inadaptés et en même temps il ne faut pas non plus tomber dans la pathologisation à l'extrême. Alors moi par exemple je tombe souvent sur des TikTok du genre tu sais que tu as un TDA si tu fais ci, si tu fais ça, être TDA be like, etc. etc. Alors déjà, les personnes qui font ce genre de vidéos, elles sont pas toujours diagnostiquées TDA, et ensuite au final, qu'elles soient diagnostiquées TDA ou pas, au final, on s'en carre un petit peu, puisque c'est souvent des comportements qui sont assez communs à tout être humain qui sont montrés. Sauf qu'après, moi je vois bien en commentaire que certains commencent à se poser des questions, se reconnaissent énormément dans toutes ces vidéos, oui, vu que ce sont des éléments assez communs et que tout le monde expérimente, mais eux ils vont attribuer ça au TDA, alors qu'en soi c'est pas forcément représentatif. Après, d'un autre côté, je me dis quand même que ça peut aider certaines personnes à explorer cette hypothèse et peut-être trouver des clés de compréhension à leur comportement, que ça finisse par un diagnostic TDA ou pas. Et évidemment, bien sûr, il y a aussi beaucoup de personnes TDA qui partagent avec grande pertinence leur quotidien et expliquent très justement leurs symptômes et comment ça les impacte. Mais comme dit précédemment, je trouve que c'est assez complexe aujourd'hui d'être attentif à ces comportements sans tomber dans une pathologisation. Parce ce qui est décrit comme étant typique du TDA, au final c'est plutôt typique de l'être humain. Il manque en fait souvent les éléments de fréquence et d'intensité.
Comme je l'ai dit précédemment, en fait, le TDA, c'est un trouble neurodéveloppemental qui va impacter la personne dans sa vie quotidienne et constamment. Ça va pas être juste quelques occurrences par-ci, par-là. Alors voilà, c'était une petite grande parenthèse, mais je trouvais que c'était quand même important à mentionner. Maintenant, pour revenir au centre du sujet, les éléments que je viens de présenter se confirment pour toutes les catégories d'âge, chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Une étude montre par exemple que l'impulsivité durant l'enfance va prédire les comportements de boulimie à l'adolescence 8 années plus tard. Et c'est hyper important d'avoir ces études longitudinales dans la compréhension des liens entre ces troubles, ces études qui vont pouvoir suivre les individus durant plusieurs années ou à plusieurs années d'écart. Et enfin, le déficit de certaines fonctions exécutives, donc le trouble de l'attention et le défaut d'inhibition, donc qui ont pour conséquences respectives l'inattention et une impulsivité, est un facteur commun non seulement au TDA et au TCA, mais d'ailleurs également chez les personnes souffrant d'obésité. Et la littérature révèle en effet que les personnes TDA ont plus de risques de souffrir d'obésité que les autres. Et en parlant des fonctions exécutives, on va pouvoir embrayer sur le prochain élément, et pas des moindres, les substrats neurobiologiques impliqués à la fois dans le TDA et dans les TCA, et notamment dans l'hyperphagie. Alors, tout d'abord, il y aurait un déficit dans le système de récompense. Le système de récompense, qu'est-ce que c'est déjà ? En fait, quand on va faire quelque chose qui nous fait plaisir, comme une action valorisante ou manger quelque chose de délicieux, on va avoir un shot de dopamine dans notre cerveau. La dopamine qui est l'hormone du plaisir et qui nous pousse ainsi à réitérer le comportement ou la consommation. Et la dopamine, c'est quelque chose qui est déficitaire dans le TDA. Par exemple, une personne sans TDA va avoir un shot de dopamine après avoir nettoyé sa cuisine, être fier de lui, et ça va le pousser ainsi à recommencer à réitérer ce comportement. À côté de ça, la personne TDA n'aura pas ce shot de dopamine, ou en tout cas pas au même niveau. Pareil pour les tâches à accomplir, s'il n'y a pas de récompense immédiate, la personne TDA va vite se désintéresser, alors que nous, notre récompense immédiate, c'est le shot de dopamine. Bref, l'hypothèse serait que pour pallier à ce système de récompense déficitaire, la personne TDA va chercher à le compenser en utilisant des moyens qui lui permettent d'avoir une récompense immédiate. Et c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve plus de personnes sujettes à l'addiction, que ce soit aux substances psychoactives ou aux jeux d'argent chez les personnes TDA que dans le reste de la population. Et l'hypothèse ici, c'est que manger va jouer le même rôle. Et d'ailleurs, on va évoquer plus tard dans la vidéo l'addiction à l'alimentation dans le cadre d'un TDA. Alors pour démontrer cela, des chercheurs ont utilisé un PET scan, ou en français tomographie par émission de positons, qui est un type de scanner qui permet notamment de détecter l'activité dopaminergique dans le cerveau. Et ces chercheurs, avec ce PET scan, ils ont comparé l'activité dopaminergique dans le cerveau de femmes avec accès hyperphagique d'un côté et de femmes sans accès hyperphagique de l'autre lorsqu'on leur présente de la nourriture. Pour être sûr de bien pouvoir mesurer cette activité, ils ont administré aux deux groupes une dose similaire de méthylphénidate pour améliorer le signal de la dopamine. Donc le méthylphénidate, c'est le médicament qui est utilisé pour traiter le TDA sous le nom de Ritalin. Et là, ils ont constaté qu'il y avait une activation plus importante de la dopamine chez les personnes hyperphagiques lorsqu'on leur présente de la nourriture par rapport aux femmes non hyperphagiques. On peut relever également que chez les personnes hyperphagiques, il y a une augmentation du flux sanguin au niveau préfrontal du cerveau et au niveau frontal gauche en réponse à de la nourriture, donc comparativement encore une fois à des personnes non atteintes d'accès hyperphagique. Alors, on ne connaît pas encore l'implication de ces zones dans les comportements alimentaires, mais il se pourrait qu'elles jouent un rôle dans le contrôle de l'impulsion liée à la nourriture, le contrôle de l'inhibition s'effectuant au niveau préfrontal dans notre cerveau. Et donc, comme je l'ai précisé précédemment, les différents éléments, les différentes hypothèses que j'évoque ne sont pas mutuellement exclusives et je trouve qu'elles font même plutôt bien sens ensemble. Et en outre, certains traitements ciblant le versant impulsif du TDA ont montré réduire l'obésité chez les personnes ayant ces deux conditions. Donc ça paraît également une fois de plus cohérent avec ce qu'on observe de l'activité cérébrale. Alors ces deux éléments, donc le déficit du système de récompense et le trouble du contrôle des impulsions, expliqueraient en partie pourquoi les personnes TDA sont plus sujettes à l'addiction aux substances psychoactives que d'autres populations. Et l'hypothèse de certains auteurs, c'est que la nourriture va jouer le même rôle que les substances et que la personne va développer une addiction à l'alimentation. Alors l'addiction à l'alimentation, c'est une pathologie qui pour l'instant n'est pas reconnue, mais qui ressemble aux symptômes de l'abus de substances décrits dans le DSM.
Et dans tous les cas, la littérature montre des parallèles avec l'addiction aux substances qui peut nous aider à mieux comprendre les mécanismes de ce trouble. Alors premièrement, l'addiction à l'alimentation partage des mécanismes neurobiologiques et cliniques avec l'abus de substances tels que l'implication du système de récompense, la perte de contrôle lors de la consommation, le craving, donc le besoin irrépressible de consommer, et l'impulsivité élevée. Aussi, on trouve des points communs avec les troubles des comportements alimentaires de type hyperphagique, donc le fait de manger une importante quantité de nourriture sur une période courte et le sentiment de perte de contrôle. De plus, l'addiction à l'alimentation et les accès hyperphagiques sont tous les deux associés avec l'impulsivité et donc la perte d'inhibition. Donc au final, encore une fois, tous ces éléments se regroupent plutôt bien ensemble. Mais la littérature relève également une différence majeure, l'absence de symptômes de sevrage dans le cadre d'une addiction à l'alimentation. Donc les syndromes de sevrage, ça peut être des vertiges, des maux de tête, des sueurs froides, des troubles digestifs, des vomissements, etc., etc. Ça peut même être très grave, ça peut aller jusqu'à entraîner la mort dans le cadre d'un sevrage brutal. Mais on peut noter cependant que les personnes qui ont une addiction à l'alimentation ressentent un sentiment de privation lorsqu'ils n'ont pas accès à l'aliment cible, une tendance à la rechute après une période d'abstinence et à la poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives, entre autres au niveau de la santé, au niveau social et financier. Donc au final, cette notion d'addiction à l'alimentation, c'est encore à débattre. Alors quelque chose dont on ne débat plus par contre, c'est l'impact des facteurs psychopathologiques sur le développement de troubles des comportements alimentaires chez les personnes ayant un trouble de l'attention. Ces facteurs peuvent jouer le rôle de médiateur entre ces deux conditions. Un possible médiateur est la dépression, et notamment la dépression majeure, qui est d'ailleurs associée aux deux conditions. Alors les personnes TDA ont en effet un plus grand risque de développer des comorbidités psychiatriques que le tout venant, et cela concerne 60 à 80% des personnes TDA. Donc pour 34% d'entre eux, ils vont être atteints d'anxiété, pour 22% d'entre eux de troubles de l'humeur, pour 15% d'entre eux des troubles des conduites et pour 11% d'entre eux d'abus de substances psychoactives, pour vous citer les principales comorbidités. Ce sont aussi des personnes qui ont plus tendance à développer des comorbidités somatiques, médicales, donc principalement les personnes TDA ont 70% plus de risques qu'une personne sans TDA de développer une obésité, donc comme on l'a déjà évoqué précédemment dans cette vidéo. Alors, au-delà d'une dépression caractérisée, le trouble de l'attention et les troubles des comportements alimentaires à versant addictif sont tous deux associés à l'affectivité négative, c'est-à-dire le fait d'être prompt à des émotions négatives, et sont également associés à la dérégulation émotionnelle. Sachant que les difficultés de régulation émotionnelle font partie à la fois du tableau clinique du TDA, donc pour 70% des personnes, des troubles des comportements alimentaires et entre autres de l'abus de substances qu'on a évoqué précédemment. Donc encore une fois, tout se regroupe plutôt très bien ensemble. Alors, l'hypothèse avancée ici par certains chercheurs, c'est que la dysrégulation émotionnelle va jouer le rôle de médiateur entre le TDA et les TCA, donc comme dans le cadre de la dépression. D'ailleurs, une étude a relevé et analysé 38 publications qui démontrent bien le lien entre le TDA et les TCA, donc particulièrement pour les formes addictives, dont 8 études qui mettent en évidence le rôle médiateur des troubles de la régulation émotionnelle et de l'affectivité négative. Donc c'est plus d'une étude sur 5 quand même. Et en effet, les difficultés de régulation émotionnelle concernent principalement les émotions négatives, comme on pouvait s'en douter. Et en ce sens, l'abus de substances et les conduites addictives, donc notamment l'alimentation, serait un mécanisme de coping utilisé par les personnes TDA afin de réguler leurs affects négatifs. Les mécanismes de coping, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour faire face à la problématique rencontrée par l'individu. Et ce ne sont pas forcément des mécanismes adaptés. Et donc, la consommation de substances psychoactives et la surconsommation de nourriture en sont deux exemples et permettraient donc à la personne TDA de réguler ses émotions négatives. Donc à ce moment-là, on peut aussi se rappeler que les personnes TDA vont avoir un bon shot de dopamine lorsqu'elles vont consommer une substance psychoactive ou qu'elles vont manger, ce qui permettra justement bien de compenser ces affects négatifs. Pour traiter, prendre en charge cela,
L'ICAT, donc l'Integrative Cognitive Affective Therapy, apparaît être adapté à la fois au traitement de la boulimie et de l'hyperphagie lorsque celle-ci se centre sur la régulation des émotions négatives, avec pour effet la réduction de la fréquence des épisodes hyperphagiques. Grosso modo, la thérapie a pour but de rendre la personne plus alerte à ses états émotionnels, donc particulièrement à ses états émotionnels négatifs, et aux facteurs les déclenchant et les encourageant, et à développer les compétences nécessaires pour gérer ses états émotionnels et ses pulsions. Maintenant, pour terminer, je vais aborder un point final, la différence marquée qu'on constate en fonction du genre. La littérature montre en fait que la co-occurrence de TCA et de TDA est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Aussi, les études montrent que les femmes qui ont un trouble de l'attention sont plus atteintes de boulimie que les femmes n'ayant pas de trouble de l'attention. Et ce n'est le cas ni chez les enfants ni chez les hommes. Là, il y a une autre réalité qu'il faut prendre en compte, c'est que les femmes sont plus atteintes par les troubles des comportements alimentaires que les hommes. Donc 85 à 90% des personnes atteintes de TCA sont des femmes. En fait, il y a plus de références et de pression pour les femmes vis-à-vis de leur image corporelle à correspondre à un certain standard de beauté, donc standard qui par ailleurs a tendance à se modifier au fil du temps. Donc presque chaque décennie a son stéréotype du corps parfait. Donc tantôt ça va être un corps plus androgyne ou alors plus volumineux, très fin, voire type Erin Chic des années 90, le Hourglass Body, soit corps en sablier à la Kim K dans les années 2010, et maintenant on retourne plutôt de nouveau sur un idéal de minceur. Enfin bref, vous avez compris. Les magazines féminins et maintenant les réseaux sociaux pullulent d'articles et de conseils pour maigrir, se muscler, adopter une alimentation dite saine. Il faut également être prête pour l'été, donc avoir son summer body. Et ça, ce sont des choses qui touchent les femmes et les jeunes filles dès leur adolescence. Donc cette conclusion que les femmes TDA sont plus touchées que les hommes TDA par les troubles des comportements alimentaires, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les études que j'ai pu trouver, c'est pas vraiment étonnant au final. En conclusion, le lien entre le trouble de l'attention et les troubles des comportements alimentaires est aujourd'hui bien admis. Celui-ci est certainement le résultat de mécanismes cérébraux communs impliqués dans les deux pathologies, tels que le dysfonctionnement du système de récompense, le déficit du contrôle de l'inhibition ayant pour conséquence des comportements impulsifs, la dysrégulation émotionnelle et la sensibilité accrue aux émotions négatives entreraient également en jeu. Et tous ces éléments ont des implications pour l'accompagnement, notamment en prévention de l'apparition de troubles des comportements alimentaires. Les enfants qui ont un TDA diagnostiqué et ceux ayant des symptômes de TDA mais n'atteignant pas le seuil diagnostique devraient être surveillés afin de détecter les comportements d'hyperphagie et plus globalement des comportements de type addictif. Et en outre, les enfants atteints de TDA diagnostiqués devraient également être surveillés pour les comportements de type restrictif et privatif. Dans l'idéal, les parents devraient également être éduqués sur le lien entre ces deux pathologies. Aussi, cela donne des pistes pour l'accompagnement thérapeutique et médicamenteux des personnes atteintes de ces troubles conjointement ou non du fait des mécanismes neurobiologiques sous-jacents communs. C'est-à-dire qu'un médicament fonctionnant pour le traitement du TDA aura peut-être également un impact sur le TCA de la personne si elle est atteinte des deux pathologies, comme on l'a par exemple observé dans le traitement ciblant le versant impulsif du trouble de l'attention qui a permis de réduire l'obésité chez les individus. Aussi, on peut se dire qu'un médicament efficace donc sur le versant impulsif du TDA pourrait être tout aussi efficace pour contrôler le versant impulsif présent dans le traitement de certains TCA, même en l'absence de troubles de l'attention. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à y réagir en commentaire et je vous dis à bientôt.